Cette réunion est en cours. Voilà. OK. Bonjour. Bienvenue à cette visioconférence ce lundi 28 juin. 834 vues sur le site de Sciences Po Alumni, 42 participants et participantes. 4 champs de bataille économique vont nous être présentés. Alors, économie, non pas économie, mais économie, c'est du grec ékon et nomos, organisation. En fait, c'est une société dont l'économie, les institutions et les modes de vie s'appuient de façon, par hypothèse efficace, sur la synergie de la microélectronique, du logiciel et de l'Internet. C'est un modèle qui, par hypothèse, serait parvenu à l'efficacité et à l'équilibre, comme disent les économistes, dans le monde qu'a créé la troisième révolution industrielle de 1980. En fait, l'économie, c'est un repère qui est posé à l'horizon du futur pour faire apparaître les conditions nécessaires à une réalisation en cours. Et cette réalisation, c'est l'œuvre de la multitude et du cerveau d'œuvre, selon une expression inventée à l'Institut d'économie. C'est un réseau maillé collaboratif qui est l'alliage du cerveau humain et de l'ordinateur. Les individus disposent d'une puissance de création, de communication, de coordination. Ils forment une multitude, une communauté créative, reliée, connectée et mobile. Alors, ce repère, il est essentiel parce qu'il indique la direction pour sortir des crises. Évidemment, l'économie ne correspond pas à l'économie de la société actuelle. Et à mon avis, mon humble avis, nos sociétés sont en crise parce qu'elles ne sont pas encore parvenues à la maturité de cette économie, à la maturité de l'informatisation. L'Institut d'économie, qu'est-ce que c'est? C'est 27 membres, qui sont des entrepreneurs, des économistes, des directeurs de systèmes d'information, des DSI, des dirigeants, des statisticiens, des chercheurs et des sociologues. Ils ont 100 partenaires qui sont témoins et experts associés. Et quelle est cette mission de l'Institut de l'économie qui a été fondé par Michel Vol, ici présent? Transformation en profondeur de la société comme après chaque révolution industrielle. Et face à l'actuelle, celle de 1980, un monde nouveau se crée sur le socle physique que fournit le numérique avec l'informatisation, l'automatisation, l'Internet et la mise en réseau des institutions du système productif et aussi de la vie personnelle. La France doit savoir adapter ses institutions et ses entreprises. Elle doit construire une économie nouvelle, c'est l'économie. Et si cette adaptation échoue, eh bien, la France perdra son droit à la parole dans le concert des nations. Elle sera dominée et colonisée comme le furent au XIXe siècle les pays qui n'ont pas réussi à s'industrialiser. C'est une mission, éclairer les voies d'un retour à la compétitivité et à l'équilibre des échanges. L'Institut de l'économie, qui est un think tank indépendant, c'est une boussole pour les dirigeants. 4 champs de bataille économique vont être présentés sur la base du livre qui a été co-écrit par 4 auteurs ici présents, qui sont les intervenants d'aujourd'hui, Hugues Chevalier, Michel Vol, Laurent Bloch et Jean-Pierre Cornu. Je vous laisse voir le parcours tout à fait remarquable de ces 4 intervenants et auteurs qui ne sont pas à leur premier essai, bien entendu, et qui sont eux-mêmes auteurs de plusieurs livres. Jean-Pierre Cornu est Sciences Po énarque. Laurent Bloch a également un parcours tout à fait remarquable. Je vous laisse découvrir leur parcours. Quelques mots d'introduction. Le phénomène de l'informatisation, que l'on nomme souvent numérique, confronte chaque entreprise, chaque institution et chaque nation
à des possibilités et des dangers nouveaux. Il transforme les produits et l'ingénierie de la production, il attise la concurrence et l'innovation, il conduit à des problèmes de sécurité inédits. Et il faut bien dire que des catastrophes sont probables si on ne prend pas la mesure de la situation que l'informatisation fait émerger. Les pays qui ne maîtriseront pas ces phénomènes n'auront plus aucune audience dans le concert géopolitique, car leurs systèmes productifs et leurs institutions seront obsolètes. Donc la responsabilité des dirigeants des entreprises, des institutions publiques ou de l'État est donc engagée. Que doit faire ce dirigeant, notamment s'il n'a reçu aucune formation à l'informatique? C'est souvent le cas aujourd'hui en France. En fait, un dirigeant conscient de ses responsabilités fera en sorte que l'entreprise ou l'institution qu'il préside possède des compétences dans toutes les dimensions de l'informatisation, informatique et système d'information, organisation, conception des produits, ingénierie, logistique, etc. Et en plus, il ne suffit pas de posséder ces compétences. Il faut aussi qu'elles soient présentes et étendues dans le comité de direction, dans l'état-major, afin que la stratégie et les décisions puissent tirer parti des possibilités que cette informatisation apporte, tout en maîtrisant les dangers qui les accompagnent. Ces dispositions sont cruciales et elles permettront aux dirigeants d'acquérir une intuition exacte de la situation présente et d'assumer ainsi sa responsabilité dans une époque riche en risques et en opportunités. Donc, par ce livre, 4 champs de bataille économiques, l'Institut de l'économie, et en particulier ses 4 auteurs, a voulu illustrer le phénomène de l'informatisation par des études de cas concrets. Le but est d'éclairer le lecteur en l'aidant à se représenter le caractère pratique, concret et très divers de ces manifestations. Et ces textes font apparaître clairement l'effort que l'informatisation impose à la sociologie des organisations et la psychologie des personnes, ainsi que le défi qu'elle adresse aux nations. Le livre est destiné en particulier aux dirigeants et aussi à l'état-major qui l'entoure, nous l'avons dit, afin qu'ils puissent trouver dans les situations concrètes citées celles de notre pays, de notre économie, de leur entreprise, de leurs institutions. Ce sont des repères qui leur permettront de s'orienter. Je donne maintenant la parole au premier des auteurs, qui est Hugues Chevalier. Hugues, c'est à toi. Merci. Je ne sais pas si on me voit parce que moi, je ne me vois pas. On te voit. Ça y est, on me voit. Merci. Merci, Christophe. Alors, je vais d'abord vous parler très généralement de cette 3e révolution industrielle. Et je vais balayer un certain nombre de thèmes qui caractérisent cette 3e révolution industrielle. D'abord, une idée simple. On a connu 3 révolutions industrielles dans l'histoire de l'Europe. Je dis bien de l'Europe. Je mets de côté les États-Unis, qui sont une nation nouvelle au moment de la première révolution industrielle. Grosso modo, la durée de ces révolutions industrielles est approximativement d'une centaine d'années. Certaines ont connu un déroulement lent, d'autres ont connu un hiatus, un couac dans leur déroulement. Ça a été le cas de la seconde révolution industrielle qui a été freinée par les 2 guerres mondiales et la crise de 1929. Et une autre a connu une accélération brutale. On le voit quotidiennement pour nous. C'est la 3e révolution industrielle qui a connu une accélération brutale avec la crise sanitaire que nous connaissons. Alors, la révolution industrielle, la première, celle du 19e siècle, qui commence grosso modo à la fin du 18e siècle, dans les années 1780, avec la machine à vapeur de James Watt. Elle se termine dans les années 1870 environ. Elle dure un siècle. Elle a été fondée sur la machine à vapeur et le charbon.
Et elle a transformé le monde profondément. On est passé d'un monde agricole rural à un monde industriel et urbain. C'est un retournement profond qui est économique, social et anthropologique. Anthropologique pour la condition humaine. Parce qu'évidemment, une culture rurale, ce n'est pas la même chose qu'une culture urbaine. Et non plus, un monde agricole, ce n'est pas la même chose qu'un monde industriel. Il y a eu une deuxième révolution industrielle, celle qui court de la fin du 19e siècle, disons les années 1880, et qui se termine environ en 1990. Elle a été marquée par l'utilisation du pétrole et de l'électricité de masse. C'est cette seconde révolution industrielle qui a finalement suscité une société de consommation effrénée que nous avons vécue. Ce n'est pas tout à fait terminé d'ailleurs. Une troisième révolution industrielle est en cours, celle de l'informatique Internet, ce que j'appelle l'informatique Internet, je mélange les deux mots. Elle a déjà une bonne trentaine d'années et elle aussi recompose l'économie, la société dans leur tréfonds, ce qui entraîne un impact anthropologique sur la condition humaine aussi. L'innovation technologique majeure de cette troisième révolution industrielle, c'est le couple informatique-Internet. C'est-à-dire, non pas la production de biens matériels, mais la production et la gestion d'informations qui irriguent tous les aspects de la vie des humains. C'est une innovation majeure qui devient le système sanguin de l'économie et de la société. Cependant, cette troisième révolution industrielle brouille un peu la vision que nous en avons, nous les contemporains, parce qu'on a d'abord le nez sur le problème. Et la vision est d'autant plus brouillée qu'on a l'habitude de penser que les révolutions industrielles, c'est une production de biens et d'énergie. Or là, c'est une production d'information. Et justement, cette production d'information va engendrer une production de biens et d'énergie, ou plutôt, on inverse les termes, la production de biens et d'énergie dépendent de la production d'informations. Ça, c'est un acquis considérable. Alors, pour ma part, je vais insister assez brièvement sur deux aspects de cette révolution industrielle, l'industrie et la société, en laissant à mes collègues de l'Institut de développer les thèmes que j'évoque rapidement. L'industrialisation de la troisième révolution industrielle, tout d'abord. Elle passera par de nouvelles industries. Je n'ai pas dit réindustrialisation, ce qui serait répéter l'industrie du XXe siècle. Je parle d'industrialisation. Passera par de nouvelles industries, celles des matériaux de base que seront désormais le silicium, le lithium, le cobalt et les terres rares. Tout cela, c'est indispensable à l'informatique. Sans cela, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas d'Internet. Il y aura aussi l'utilisation de ce que j'appelle les technomatériaux, les matériaux composites, essentiellement les carbones, les Kevlar, etc., les céramiques composites. Et évidemment, l'essentiel de la production sera la production de microprocesseurs. Et ça, c'est capital, parce que c'est un véritable continent industriel qui est à créer, qui est à mettre en place. Il faudra penser aussi à l'industrie biochimique. Et je dis biochimique tout simplement parce que ce ne sera plus de la chimie pure, ce sera de la bioinformatique. Pour être très clair, pour faire comprendre les choses, sans bioinformatique, il n'y aurait pas à l'heure actuelle de vaccin ARN messager. D'où l'importance, encore une fois, de l'informatique, y compris en matière de biochimie. Bien sûr.
ces industries sont appelées à devenir, toutes celles que je viens de citer, essentielles, dominantes, comme l'a été l'industrie pétrolière, l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'électricité au XXe siècle. Elle se caractérise aussi par le passage de la notion de main-d'œuvre, ce qu'a expliqué Christophe Dubois-Damiens tout à l'heure, passage de la notion de main-d'œuvre à la notion de cerveau d'œuvre. Parce que toute cette nouvelle industrie dépend du cerveau humain et de ce cerveau d'œuvre qui est l'alliance du cerveau humain et de l'informatique et de l'Internet. C'est un grand saut technologique et intellectuel qui nous attend, que nous sommes en train de faire même. J'ajoute que ce grand saut technologique et intellectuel est la seule réponse aux problèmes climatiques, sanitaires, aux défis que présentent la pollution et les gaz à effet de serre. C'est un immense continent industriel à la fois amont et conjoint à l'informatique qui est en émergence et qui va devenir le secteur industriel de base dans les décennies à venir. Une base très évoluée, très technique. Mon collègue Laurent Bloch vous parlera savamment de cela tout à l'heure. Bon. Petite donnée pour bien comprendre les choses sur ce nouveau continent industriel qui est en création. Une unité de gravure de microprocesseurs, ça nécessite un investissement de 20 milliards d'euros minimum. Ça nécessite aussi le recours à des milliers d'ingénieurs de très haut niveau. Vous voyez un petit peu le défi que c'est. Hein. Je dirais que l'industrie du microprocesseur, c'est autrement plus compliqué que de distiller du pétrole comme on l'a fait jusqu'à présent. Distiller du pétrole, c'est facile. Graver des microprocesseurs à 5 nanomètres, c'est très difficile. Mais on sait le faire. Maintenant, je vais en venir au bouleversement pour la société. Le bouleversement pour la société, il est profond, évidemment. Dans le domaine professionnel, évidemment, on s'en doute, les nouvelles technologies de production suscitent de nouveaux métiers auxquels les individus doivent s'adapter et surtout se former. Bon, si dans une première phase, des emplois d'exécution très répétitifs vont disparaître, c'est inévitable. Bon, si dans cette première phase, les fonderies qui sont en amont de l'industrie automobile disparaissent, ça ne m'étonne pas, il n'y aura plus de moteur thermique. Et il n'y aura plus de carrosserie en métal. Il ne faut pas s'en étonner. Mais par contre, les emplois de service resteront en perspective croissante parce que tout simplement, l'Internet, l'informatique, c'est aussi du service. Et que, à côté du produit que vont fournir les entreprises, il y aura le service au client. L'Internet est l'outil essentiel du service au client. Cependant, l'exigence technique et industrielle née de cette révolution, cette exigence va susciter l'apparition d'autres emplois et d'autres compétences, des compétences très réévaluées. Je vous l'ai dit tout à l'heure, fabriquer graver des microprocesseurs, c'est véritablement un défi technologique et humain. Alors, je crois qu'au bout du compte, l'effort de formation est tout aussi important que l'effort d'industrialisation. Je dirais qu'industrialisation et formation des individus, de tous les individus, sont les clés d'une nouvelle croissance économique et surtout d'une nouvelle croissance sociale. Cette troisième révolution industrielle connaît à l'heure actuelle une accélération. Je vais en terminer par ça.
Cette accélération a été brutale dans le déroulement de cette troisième révolution industrielle. Elle est due essentiellement aux conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle. Ajouter à ça la conscience que nous avons désormais des dégâts causés à la nature, à l'atmosphère, au climat, à la vie des humains et à celle des animaux par le monde pétrolier, le monde carboné. Cette accélération annihile brutalement ce qui était notre quotidien, notre manière de vivre, et elle actualise et précipite ce que nous, à l'Institut de l'économie, avions envisagé comme probable à terme, mais ça précipite. Dans l'ordre des perspectives raisonnables, on savait à l'Institut de l'économie que le moteur électrique, que le moteur à hydrogène était à terme quelque chose d'incontournable. Là, la crise du Covid-19 force les industriels à précipiter l'apparition de ces nouvelles formes de mobilité. D'ailleurs, en termes de mobilité, Jean-Pierre Cornu vous en parlera tout à l'heure savamment. Nouvelle mobilité, nouvelle industrie, et là, la 5G va jouer un rôle essentiel. Et bien sûr, Michel Vol vous en parlera aussi tout à l'heure. Ce que je vois, moi, c'est que, à l'heure actuelle, il y a une pénurie de microprocesseurs qui pose un problème à l'industrie automobile, mais pas seulement, à toutes les industries. Pénurie de microprocesseurs. Tout simplement parce que le grand continent industriel qui est en amont de l'informatique n'est pas encore une réalité complète, une réalité efficace, efficiente. Alors, en fait, à l'heure actuelle, nous sommes en train de basculer d'un monde à l'autre. Certes, brutalement. On ne mesure pas encore vraiment la portée de ce basculement. Et parce que tout simplement, l'évolution vers cet autre monde n'est pas encore achevée. Mais le point crucial pour les individus se situe dans la remise à niveau des savoir-faire et des cultures professionnelles. Ouais. Bien. Dans toutes les oui. Je termine. C'est ma conclusion. Ouais. Comme les précédentes révolutions industrielles, celle que nous vivons est une révolution anthropologique dans notre rapport au monde professionnel, au monde humain, au monde global, au monde voisin, etc. Le changement de paradigme pour les individus, pour l'économie et les sociétés est tel, par exemple, que l'industrie du microprocesseur est en train de devenir dominante aux dépens de l'industrie pétrolière. Il faut donc en mesurer l'impact et saisir l'ampleur de ce changement. D'autant que l'informatique Internet abolit aussi le temps et l'espace, donc facilite la communication entre les humains. Dans cette transition vers une autre économie, une autre société, une autre culture, chacun doit se repositionner professionnellement, socialement, humainement et culturellement en tant qu'humain pour éviter de rester sur le bord de la route. Mais il y a une chose que je peux vous dire en tant qu'historien de l'économie. Chaque révolution industrielle, le changement de paradigme apporte un mieux par rapport à un avant que l'on finit toujours par considérer comme un moins bien. Voilà. Merci beaucoup Hugues pour ce brillant exposé. Alors, les propos de conclusion étaient en même temps transitifs. Alors, un petit problème que je précise un point important que je précise pour tous nos participants qui sont nombreux, c'est que vous avez un chat à votre disposition et on est tout à fait preneur d'avoir vos questions. Il faut avoir l'occasion déjà que je pense que l'exposé de Hugues vous a certainement posé un certain nombre va susciter des questions. Un point technique, c'est que je vois que Marc Bradford me dit que la réception du son est parfois coupée, en tout cas pour moi. J'espère que ce n'est pas le cas pour les autres. Non. Et je m'adresse à Julie Rousseau,
qui est notre technicienne. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Voilà, bon. Alors, moi, je ne vais pas aller sur chaque poste. Dans l'ensemble, ça a l'air de fonctionner. Je pense que on peut voir avec les options de connexion. Ouais, ça va. Ouais. OK. Bon, bref. Je donne maintenant la parole à Michel Vol. Grâce à lui, tout cela se met en route. N'oublions pas qu'il est le président fondateur de l'Institut de l'économie. L'Institut de l'économie qui avait une formidable ambition. C'est déjà à dire. Donc, en fait, Michel va nous parler de la 5G, des réseaux 5G. Donc, on t'écoute, mon cher. Bon, ben, vous avez tous entendu parler de la 5G. Il y a des articles qui ont été publiés. Certains s'inquiètent des effets des antennes sur la santé. Il est à craindre certains abus du principe de précaution. Alors, de quoi s'agit-il? La téléphonie mobile est, depuis le moment où elle est passée au numérique, c'est une grande réalisation informatique. Et la 5G pousse l'informatisation de la téléphonie mobile un cran plus loin. D'ailleurs, ce n'est pas seulement de la téléphonie mobile, nous allons voir. Donc, elle introduit dans ce système de la flexibilité, un gain en débit qui était bien nécessaire parce que la 4G est en train de se saturer, une possibilité de multiconnexion massive, c'est-à-dire un très grand nombre de personnes connectées simultanément. On pense par exemple aux personnes qui assistent à un match et qui veulent en même temps le voir à la télévision sur leur téléphone. Ça fait bien sûr des dizaines de milliers de personnes qui se connectent en même temps. Ce sera possible avec la 5G. Ce n'est pas forcément l'utilisation la plus proche de l'économie, mais enfin, au point de vue technique, c'est important. Elle permet aussi une virtualisation de l'architecture, tandis que l'architecture des réseaux mobiles était standard, si vous voulez, complexe certes, mais standard. Elle permet une diversification des solutions d'architecture qui peut répondre à des besoins très divers et ouvrir la possibilité d'une gamme potentielle de services. Nous allons en voir des exemples tout à l'heure. Alors, elle a vocation à fournir des plateformes, la 5G, qui seront adaptées de façon précise et particulière à divers secteurs de l'économie, à la santé, à l'énergie, à l'automobile, aux collectivités territoriales, aux médias, à l'agriculture, etc. Vous imaginez ce qu'il faut faire pour que l'on puisse téléguider des tracteurs dans l'agriculture. Donc, elle va permettre des connexions simultanées multiples. J'ai donné l'exemple des spectateurs d'un match. On peut penser aussi aux containers, à la manipulation des containers dans un grand port. Et elle va fournir un service à très faible latence, c'est-à-dire que le délai qui se sépare l'émission du signal de sa réception sera de l'ordre de quelques microsecondes. Et ça permet des applications industrielles cruciales, puisque ça permet de téléguider des robots, de connecter des robots, et derrière cette faible latence se trouve la perspective de réorganisation de l'ingénierie dans les usines. Elle va procurer du haut débit. Et d'ailleurs, selon deux types d'architecture qui vont se conjuguer, une couverture nationale comme celle que fournit aujourd'hui la 4G, à plus haut débit que la 4G, mais enfin couverture nationale fournie par un opérateur national, et puis des couvertures locales à très haut débit, utilisant des antennes dans les fréquences millimétriques, comme on dit, qui fournissent un très haut débit à faible portée en distance et qui peuvent être tout à fait adaptés pour des zones industrielles, des usines, des équipements sportifs ou des installations de santé, notamment les hôpitaux. Alors, on est là dans le monde aussi de l'Internet des objets, c'est-à-dire du fait que les objets eux-mêmes, les produits, les diverses composantes techniques d'une entreprise sont eux-mêmes connectés, s'expriment en émettant des données, ce qui pose d'ailleurs un problème un peu dans toutes les applications. Qui va être le propriétaire des données? Qui va bénéficier de la valeur des données? Comment la valeur des données sera-t-elle partagée?
Les acteurs impliqués par cette mise en place sont divers et là, vous voyez s'ouvrir une très grande complexité des modèles d'affaires. Vous aurez des opérateurs télécoms, des intégrateurs qui montent les solutions, évidemment le cloud, des fournisseurs d'applications, des équipementiers et bien sûr les entreprises utilisatrices. Vous êtes en train de comprendre, j'imagine, qu'au fond, la 5G, c'est surtout une affaire pour les entreprises et les institutions. Bien sûr, les utilisateurs individuels que nous sommes, vous et moi, seront équipés en 5G, en bénéficieront, mais l'essentiel se passe dans les entreprises et les modèles d'affaires. Les solutions seront multiples, il y aura des plateformes partagées, il y aura des solutions réplicables, des solutions ad hoc, des solutions propriétaires fermées, une grande diversité d'architecture est en perspective. Qu'est-ce que ça va apporter? Des gains en productivité, comme nous avons pu le voir lorsque nous avons regardé avec les collègues le cas de la SNCF et des aéroports de Paris, de nouvelles applications dans le domaine de la santé en particulier. Vous voyez qu'avec la faible latence, la télécommande des robots, ce que ça peut apporter à la chirurgie, hein, et de nouveaux services dans le cas de l'automobile en particulier. Alors, dans le cas de l'automobile, Jean-Pierre Cornu parlera de l'automobile tout à l'heure, je la prends du point de vue de la communication. La nouveauté, c'est que la communication est devenue partie intégrante du véhicule. Avec la latence zéro, les connexions, les signalisations, on imagine bien sûr la voiture automatique devenant une réalité à partir du moment où des balises sont installées sur les voies et lui permettent finalement de la guider. Bon. Vous avez aussi bien sûr la relation avec la Smart City et le Smart Territory, hein, comment les déplacements pourront s'organiser de façon plus efficace qu'aujourd'hui. La donnée sera aussi source de valeur ajoutée pour les équipementiers, par exemple, qui seront intéressés à suivre l'usure des pneus ou l'usure des freins. On pense à Valeo, bien sûr. Et puis, les assureurs qui sont intéressés à suivre la qualité de la conduite. Alors, Jean-Pierre vous expliquera tout à l'heure le problème culturel profond que cette évolution pose aux constructeurs qui sont pris à contre-pied par ces nouveautés. Dans les aéroports, Aéroport de Paris est une immense structure. Il y a 120 000 personnes qui travaillent là-dedans. Il y a des milliers d'entreprises. Ouais. Et les exigences physiques et techniques sont très, très diverses. Hein, qu'il s'agisse de l'avion au parking avec le chargement et le déchargement des passagers, des bagages et de la nourriture et du carburant, le transfert des informations d'exploitation, tout ça dans un environnement électronique contraint parce que les masses métalliques sont nombreuses et un cockpit d'avion est fermé. Bon. Il y a aussi dans un aéroport des usages critiques qui exigent urgence et fiabilité, les pompiers, la police, le déneigement, le contrôle des passagers. Et puis, il y a des usages standards qui peuvent souffrir de délais sans exigence, par exemple le téléchargement des vidéos à bord. Dans le ferroviaire, des progrès énormes sont en cours, à condition bien sûr que les chemins de fer sachent s'organiser. Dans la communication sol-train, permettant une localisation précise des trains et donc une meilleure utilisation des voies, hein, et une gestion globale du trafic. À l'horizon, on a une transformation complète de la gestion du réseau et de la maintenance. Dans les gares, des zones à haut débit en ondes millimétriques seront offertes aux passagers pour qu'ils puissent bénéficier des services à haut débit. Il y aura de la connexion à haut des trains et on pense par exemple limiter la connexion à haut débit à des zones précises de manière que le chemin des gens qui montent dans les trains ou qui descendent des trains ne soit pas encombré par des gens qui consultent leur téléphone. Voilà. Du point de vue maintenant géopolitique, juste quelques mots. Dans la téléphonie mobile, le premier pays leader, ça a été l'Europe, avec la 2G dans les années 90. Puis les Américains se sont installés avec la 3G dans les années 2000. Et maintenant, avec la 5G, c'est la Chine.
Alors, gros problème, qui possède les brevets? Qui va toucher les redevances? La 5G est une infrastructure stratégique. D'ailleurs, elle s'installe le long des routes de la soie. Les Chinois ne sont pas manchots, hein. Ils savent s'emparer des brevets. Il y a un enjeu géopolitique, une infrastructure stratégique, et qui va profiter finalement de la création de valeur que la 5G apporte dans le concert des nations? C'est le problème fondamental de l'époque. Voilà, j'ai fini. Merci infiniment, cher Michel, de ce brillant exposé. Et avec celui-là et le précédent, celui de Hugues, je suppose que des tas de questions vont arriver. Je ne les vois pas encore sur le chat, mais il faut que les participants se chauffent un peu. Alors, je donne maintenant la parole à Laurent Bloch. Laurent Bloch qui est un grand spécialiste des problèmes informatiques qui va nous exposer sa conception de l'industrie informatique. Laurent, on t'écoute. Bonjour. Alors, je ne peux pas vous expliquer ma conception, je vais plutôt vous donner une description de l'industrie informatique. Et pour ça, je vais vous montrer quelques transparents. Je vais partager mon écran. Très bien. Voilà. Parfait. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui. L'idée, c'est de vous montrer l'informatique qui est la première industrie mondiale. Et pour ça, je vais vous la montrer en termes de filière. Mais avant de vous la montrer en termes de filière, je vais vous montrer les ordres de grandeur. Alors voilà la dépense mondiale en informatique. Alors les premières lignes décrivent essentiellement l'informatique proprement dite, et la dernière ligne avant le total, c'est l'industrie des semi-conducteurs, qui est une industrie légèrement différente, mais qui est séparée, si vous voulez, mais enfin qui conditionne complètement l'informatique. Ce sont des industries qui sont complètement liées. Et on s'aperçoit l'industrie des semi-conducteurs, c'est 500 milliards de dollars en 2021. Et le total industrie informatique et semi-conducteurs, c'est 4 573 milliards de dollars. Pour vous donner des ordres de grandeur, le PIB 2021 de la France est estimé par le FMI à 2 918 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires mondial de l'industrie automobile est à 2 000 milliards de dollars. Il faut signaler que l'industrie automobile a subi une grande claque, qui avait commencé déjà avant la crise sanitaire, et l'industrie informatique est maintenant plus du double de l'industrie automobile, qui était considérée jusqu'à il y a peu comme l'industrie leader dans le monde. Ces chiffres méritent d'être regardés. Alors bien sûr, ce qu'on voit, c'est que dans l'industrie, il y a inextricablement mélangé des services et de l'industrie de production, mais ça, c'est la caractéristique de toutes les industries modernes actuellement. Alors voilà maintenant la description en termes de filières. Alors vous voyez différentes colonnes qui correspondent aux différentes étapes de la production d'un ordinateur. Alors, pour produire un système informatique opérationnel dans une entreprise ou, dans une administration, dans un service public, il y a une suite de choses à faire. Il faut d'abord obtenir du silicium de qualité suffisante. Ensuite, il y a des étapes de fabrication de matériel de photolithographie, parce que les techniques de fabrication de microprocesseurs reposent sur des méthodes qui sont assez proches de la photographie, mais avec une finesse de dessin de l'ordre de 5 nanomètres. Alors le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, et quand on arrive à 5 nanomètres, on est assez proche de la taille de l'atome, qui est de l'ordre de l'angström, qui est 1/10 de nanomètre, et les procédés optiques sont extrêmement compliqués. C'est ce qui va expliquer les coûts très importants dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est que 5 nanomètres, c'est au-delà de la longueur d'onde des lumières de l'extrême ultraviolet. On est dans les rayons X, et donc pour avoir des procédés photographiques de cette qualité-là, eh bien, ça suppose
techniques optiques extrêmement complexes qui expliquent les coûts de ces choses. Alors, vous voyez ici la microélectronique. Alors, la hauteur des colonnes qui sont montrées ici, ce n'est pas les proportionnel au chiffre d'affaires de chacun de ces secteurs, c'est proportionnel à la valeur ajoutée des secteurs ou, si vous voulez, à l'intensité capitalistique. Bon, ce n'est pas la même chose, mais enfin, disons que les deux sont extrêmement corrélés. Donc, on voit que donc le matériel de photolithographie, c'est relativement important. On voit que la fabrication des ordinateurs proprement dit, ça ne coûte pratiquement rien. Un ordinateur actuellement, c'est une opération d'assemblage. Il faut savoir que dans les usines de Dell, pour un ordinateur de bureau, pour un ordinateur de portable, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Pour fabriquer un ordinateur de bureau, c'est 2 minutes entre l'entrée des composants dans l'usine et la sortie de l'ordinateur tout fabriqué à la sortie de la chaîne. 2 minutes. Par contre, vous voyez que les coûts de microélectronique sont extrêmement élevés. Hugues vous en a déjà parlé tout à l'heure. Ça repose, la construction d'une usine, c'est, comme Hugues vous l'a dit, c'est de l'ordre d'une usine à l'état de l'art, c'est-à-dire finesse de dessin 5 nanomètres. C'est 20 milliards de dollars. Ça prend des années de construire une usine comme ça et ça emploie des milliers d'ingénieurs. Alors, il faut savoir qu'il y a une usine de ce type en Europe. Enfin, il y a 2 usines en Europe, une à Dresde et une dans la région de Grenoble, à Crolles. Et l'usine de Crolles mérite vraiment une visite. Ils font des portes ouvertes généralement à l'automne. Par contre, donc, la microélectronique, ça coûte très cher. Parce que les matériels, alors la construction de l'usine elle-même est très chère, et les matériels de fabrication, qu'on appelle des scanners, c'est des machines qui coûtent 250 millions d'euros pièce ou 250 millions de dollars, si vous voulez. Et pour monter une usine, il faut en acheter une trentaine, ça vous donne déjà une idée du coût de la chose. Autre facteur très capitalistique, c'est ce qui concerne le logiciel, système et réseau. Un système d'exploitation, on peut estimer la taille d'un système d'exploitation en nombre de lignes de code. Et un système d'exploitation, ça demande des centaines d'ingénieurs pendant des années. On va préciser un peu tout ça tout à l'heure. Ensuite, la création d'entreprises de cloud. Alors, le cloud computing, l'informatique en nuage ou l'infonuagique, comme disent les Québécois, c'est une invention des années 2006-2007 par Amazon qui a décidé de commercialiser sa puissance de calcul inutilisée. Amazon est obligé d'avoir des centres de calcul très surdimensionnés en prévision des fêtes de fin d'année où naturellement les commandes affluent. Et ils ont décidé de commercialiser ça et ça a donné naissance à une invention qui révolutionne les services informatiques, qui est l'informatique en nuage, qui permet de disposer à la demande et facturer à l'heure, en quelque sorte, de puissance de calcul disponibles sur le réseau. Et puis ensuite, les logiciels d'application. Donc, on voit que les 2 facteurs cruciaux, ce sont la microélectronique et la fabrication de logiciels, systèmes et réseaux. Ce sont là que doivent s'investir les capitaux les plus importants et c'est là que les pays qui auront décroché seront perdus. Voilà, alors voici un zoom sur les semi-conducteurs qui est destiné à vous donner une idée. Alors, vous voyez que c'est extrêmement concentré. Ça s'explique par l'intensité des investissements nécessaires. Vous voyez qu'il y a très peu d'industriels capables de faire des choses à l'état de l'art. Ce que je vous montre ici, c'est la totalité des entreprises mondiales du secteur. Ce n'est pas un échantillon, c'est la totalité. ST Microélectronique, c'est une entreprise franco-italienne. Je ne l'ai mise ici que parce qu'elle est franco-italienne et donc elle nous intéresse particulièrement. Mais on voit qu'en termes de processus, alors le processus, c'est la qualité, la finesse du processus, la finesse de gravure des microprocesseurs, qui est le facteur crucial.
on voit qu'il n'y a que 2 entreprises capables de faire du 5 nanomètres. C'est TSMC à Taïwan et Samsung en Corée du Sud. Oui. On voit que STMicroelectronics à 28 nanomètres n'est plus dans la course. On voit que GlobalFoundries, qui a une usine à Dresde, a encore une capacité en 12 nanomètres à Dresde, donc c'est la meilleure capacité disponible en Europe. On voit qu'Intel est en train de perdre pied. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre en production leur chaîne à 10 nanomètres. Et actuellement, ils sont en train d'essayer de démarrer le 7 nanomètres, mais ils n'y arrivent pas. Donc, en fait, cette industrie des semi-conducteurs est concentrée sur 2 entreprises. Il y a 2 usines dans le monde qui sont l'une dans un pays menacé d'annexion par la Chine, en l'occurrence Taïwan, et l'autre menacée de bombardement nucléaire par son voisin, la Corée du Nord, en l'occurrence Samsung. Donc, ça pose un problème géostratégique important. Une chose importante à savoir, donc on a vu tout à l'heure que le chiffre d'affaires mondial de l'industrie des semi-conducteurs, c'est 500 milliards de dollars. Il faut savoir que sur cette production de 500 milliards de dollars, la Chine achète 325 milliards de dollars, c'est-à-dire plus des 2 tiers de la totalité de la production. Pourquoi? Parce que la Chine, qui n'est pas capable de produire des processeurs à l'état de l'art, la Chine produit en 40 nanomètres actuellement. Mais par contre, elle en a besoin parce qu'elle fait de l'assemblage pour d'autres industriels. Par exemple, les appareils Apple sont assemblés en Chine. Et pour assembler ces matériels Apple, la Chine achète des microprocesseurs sur le marché mondial. C'est pour ça qu'elle est le plus grand client, puisqu'elle est le plus grand assembleur mondial d'ordinateurs et de téléphones portables. Elle est de ce fait le plus grand acheteur de microprocesseurs, puisqu'elle n'est pas capable de les produire elle-même en technologie de pointe. Alors, je mentionne en dessous qu'il y a des gens qui font des microprocesseurs dans des technologies moins perfectionnées. NXP, qui est une entreprise néerlandaise qui est issue de Philips, qui a racheté la branche microprocesseur de Motorola et qui fabrique surtout pour l'industrie automobile. Siemens fabrique aussi pas mal pour l'industrie automobile. Fujitsu fabrique aussi des choses et fait fabriquer par TSMC. Mais retenez que l'industrie des semi-conducteurs, qui est absolument cruciale dans le monde contemporain, c'est 2 entreprises, TSMC et Samsung. Les autres sont largués. Hugues vous a parlé tout à l'heure de la pénurie mondiale de microprocesseurs. Il faut savoir qu'elle était en partie créée par les décisions du gouvernement de M. Trump aux États-Unis, quand il a lancé l'embargo sur les microprocesseurs à destination de la Chine, notamment pour contrer Huawei, fabricant de téléphones et de matériel de téléphonie. Huawei a fait des achats de précaution énormes qui ont déclenché des achats de précaution dans d'autres entreprises. Et il y a eu un effet d'emballement qui fait qu'il y a une pénurie mondiale maintenant à cause de ces achats de précaution. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez une usine en 12 nanomètres et que vous voulez passer en 5 nanomètres, vous ne pouvez pas transformer votre usine 12 nanomètres en 5 nanomètres. Il faut construire une nouvelle usine. Il n'y a aucune possibilité technique de transformer une usine 12 nanomètres en 5 nanomètres. De toute façon, il faut racheter toutes les machines à 250 millions d'euros pièce, comme vu tout à l'heure, donc ce n'est pas praticable. Laurent, j'ai le redoutable, la redoutable responsabilité d'être maître des horloges. Donc, est-ce que tu peux, de toute façon, nos participants pourront acheter le livre et voir tous tes développements brillants, j'en suis persuadé. Est-ce que tu as la gentillesse de donner un petit mot de conclusion? C'est très difficile avec des sujets aussi techniques. Enfin, bon. Nous avons un peu dépassé le temps. De conclure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures de rétorsion, oui, pour résumer, les plus 5 nanomètres du dernier iPhone, je crois que ça donne une bonne idée des choses. Elles sont fabriquées dans une usine taïwanaise.
les machines qui fabriquent des microprocesseurs en 5 nanomètres, il y a une seule entreprise, c'est une entreprise néerlandaise, ASML. Ouais. Les plans sont conçus par une entreprise qui a le monopole des circuits, des processeurs pour téléphone portable, qui est le britannique ARM. Donc, la conclusion, c'est que c'est une industrie extrêmement concentrée, extrêmement capitalistique, qu'aucun pays ne détient toute la chaîne, parce que ni les États-Unis, ni Taïwan, ni la Corée du Sud, ni la Chine continentale ne sont capables de produire toute la chaîne des matériels nécessaires à cette industrie, et que l'Europe a très peu de ressources. Ils ont quand même des ressources, mais très peu, et que si l'Europe, il semble qu'il y ait un sursaut en Europe, le Thierry Breton a l'air de se réveiller, mais si l'Europe ne se place pas sur cette industrie, qui est la première industrie mondiale, eh bien nous deviendrons des pays sous-développés. Voilà une conclusion brutale, mais que je ne peux pas différer. Merci Laurent de ce brillant exposé. Alors Jean-Pierre Corgnoux, il est Sciences Po ENARC, il est haut fonctionnaire, il a été DSI, directeur des systèmes d'information de Solac, d'Usinor, de Renault, et il est désormais de l'autre côté du miroir comme consultant et directeur général adjoint de la société de conseil SIA Conseil. Donc il va nous parler de l'informatisation de l'automobile. Merci Jean-Pierre. Merci Christophe, bonjour à tous. Alors évidemment, on a déjà un peu abordé le sujet parce que l'automobile, 10% de l'industrie mondiale, est un des moteurs de la transformation de l'économie vers l'économie parce qu'elle a engagé depuis une quarantaine d'années une mutation profonde. Tout le monde connaît l'automobile. Tout le monde, dans les dîners, a un point de vue sur l'automobile, sur le moteur, la carrosserie de son véhicule. Et en général, les gens sont très contents des choix qu'ils ont faits, ce qui est bon pour les constructeurs. La réalité est beaucoup plus complexe parce que c'est une industrie qui, depuis quelques années, doit faire face à un triple défi. Le premier défi, c'est le dérèglement climatique, dont elle est en grande partie responsable avec les autres activités de transport, en émettant évidemment des gaz à effet de serre, mais pas que, puisqu'elle émet aussi des polluants comme le dioxyde de soufre, qui sont des gaz toxiques et à forte dose mortels. Deuxièmement, elle est coupable d'un phénomène qui est celui de la congestion urbaine, car la voiture individuelle se révèle absolument incompétente pour résoudre des problèmes de transit de masse dans les grandes agglomérations de la planète. Et la mauvaise nouvelle, c'est que plus de 60% de la population de la Terre vit dans des grandes agglomérations, et ce phénomène va s'amplifier parce que les grandes agglomérations procurent de l'emploi et un environnement dynamique pour l'économie. Et puis le troisième élément qui inquiète l'industrie automobile, c'est que les gens ont moins de passion pour l'automobile, notamment les jeunes générations, car ils en font un objet d'usage courant, et nos enfants ont le sentiment que s'endetter pour acheter une voiture, c'est complètement idiot, alors qu'on peut utiliser les services de partage de voitures, ou tout simplement les taxis qui marchent très bien, ou les transports publics. Donc il y a une transformation, et à l'intérieur de cette transformation, il y en a une autre qui est tout à fait considérable, parce que pour résoudre ces problèmes, l'industrie automobile a engagé une longue marche de transformation en abandonnant progressivement ce qui a été la cause de son succès et de sa performance démocratique, puisque la voiture, qui était un objet de luxe avant la Première Guerre mondiale, est devenue
à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un objet de grande diffusion qui est associé aux Trente Glorieuses, au développement des congés payés, du tourisme de masse, etc. Cette transformation, c'est que l'industrie automobile va abandonner le pétrole. Elle est en train de le faire, sous l'impulsion notamment de la Chine, pour se convertir à l'électricité. C'était le dernier grand secteur économique qui avait résisté au développement de l'électricité. Et ce ne sera plus le cas dans les années à venir, puisque vous savez qu'on parle même d'interdiction dans les grands pays du moteur thermique entre 2030 et 2040. Peu d'entreprises vivent une transformation aussi majeure. Elles changent son modèle technique, elles changent son modèle économique, qui était la voiture en pleine possession et qui va devenir partagée. Elles changent également son système industriel, car les constructeurs automobiles étaient avant tout des motoristes, avaient développé une expertise extraordinaire en moteur, et aujourd'hui deviennent acquéreurs de composants dont ils ne sont pas à l'origine. Les batteries, piles à combustible ou les moteurs électriques. Donc vous voyez que pour les dirigeants de l'industrie automobile, les jours ne sont pas très faciles et confortables, car ils se sentent à la fois victimes abusives d'une passion criminelle envers l'automobile, et ils sont quand même sommés par les gouvernements et par leurs actionnaires d'agir pour se transformer et amener des réponses opérationnelles. Et ces réponses passent par l'utilisation massive de l'électronique dans les produits, mais également par une informatisation complète du processus de production et de distribution qui était resté encore, sauf dans les usines elles-mêmes, mais qui était resté encore très tourné vers les concessionnaires, avec des magasins, avec des vendeurs automobiles, souvent caricaturés, mais qui jusqu'alors représentent l'essentiel de la distribution automobile. Donc l'industrie automobile est de plus en plus une industrie de conception de plateformes roulantes qui sont des supports à des systèmes électroniques et informatiques puissants. Il y a aujourd'hui entre 100 et 200 microprocesseurs par voiture, d'où les difficultés quand les microprocesseurs subissent une crise de rareté. Et il y a de plus en plus de fonctionnalités de connexion qui sont introduites dans les véhicules automobiles, qui n'en font aujourd'hui qu'un maillon d'une chaîne de mobilité connecté virtuellement entre chacun des composants de ce maillon, véhicules industriels, véhicules de livraison, transport et voitures individuelles, étant eux-mêmes connectés à l'infrastructure, puisque aujourd'hui, on met en œuvre des infrastructures intelligentes, et c'est un des grands enjeux du déploiement de la 5G, puisque notamment pour réduire la congestion urbaine, mais aussi pour réduire le caractère accidentogène de l'automobile, puisqu'il y a à peu près 1,2 million de morts par an sur les routes de la planète, ce qui représente un cataclysme considérable dont on ne parle pas, mais qui, de fait, est devenu un des objectifs majeurs de l'OMS, qui a fait de cet objectif zéro mort un de ses credos. Donc, le développement de l'industrie automobile, c'est à la fois un changement de processus, puisque l'Internet va devenir le vecteur de la distribution. C'est le cas pour les voitures d'occasion. Il faut savoir aujourd'hui que 85% des voitures d'occasion font l'objet d'une mise en vente sur les multiples applications de l'Internet, mais aussi demain les voitures neuves, puisque des grands acteurs comme Volvo
a décidé de se passer complètement de concessionnaires, où de plus en plus, on voit des constructeurs comme Citroën qui vend son ami par Internet avec des distributeurs complètement extérieurs au monde de l'automobile, comme la FNAC. Donc, l'économisation de l'automobile, c'est une révolution systémique qui touche tous les composants, le produit, le processus, l'usage, le client et l'environnement. Merci Jean-Pierre de ce. Et puis alors, en fait, tu as respecté le timing, on a même entendu ton réveil sonner. Bravo. Bien, alors nous allons passer aux questions qui arrivent et dont je remercie beaucoup les participants. Une question de Marc Bradford, qui est un financier. Alors, comment les grands pays industriels, notamment ceux de l'Union européenne, ont-ils pu à ce point devenir dépendants de Taïwan et de la Corée du Sud en matière stratégique de microprocesseurs? Tout cela n'était-il pas anticipable? La question, je pense que nos 4 intervenants vont pouvoir y répondre. Et en rebondissant sur cette question, Dominique Coupens, qui est membre de l'Institut d'économie, dit en résonance avec la question précédente, que pensez-vous de Huawei, c'est très vaste, et des enjeux de sécurité sur la 5G puis la 6G? Donc, qui veut répondre à cette fatalité? Laurent, c'était donc pas une fatalité d'être dépendant à ce point de Taïwan et de la Corée du Sud? Oui, alors l'histoire de Taïwan et de la Corée du Sud, c'est une histoire qui remonte loin, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1974, l'industrie électronique japonaise et l'industrie électronique française étaient au même niveau en termes de nombre de brevets, en termes de qualité technique, en termes de taille de marché. Il faut bien voir que c'est la présidence de Giscard d'Estaing qui a vraiment torpillé toute cette activité en France, parce qu'Ambroise Roux, qui avait été un des grands supporters de la campagne de Giscard d'Estaing, avait craint à juste titre que l'informatique ne concurrence son activité dans la téléphonie. Et donc, il avait demandé à Giscard, ce que Giscard a fait, de complètement liquider, notamment le consortium Unidata, qui avait créé une véritable synergie entre Siemens, Philips et la C2I, et qui avait donc liquidé ces choses. De façon générale, l'Europe est dans l'industrie d'hier, c'est-à-dire que même, par exemple, l'Allemagne, les points forts de l'Allemagne, c'est la machine-outil, l'automobile, enfin c'est l'industrie d'hier. Alors oui, je vois quelqu'un qui dit un participant, la France a longtemps été en retard en équipement téléphonique, mais alors justement, sous Giscard, la France a rattrapé son retard téléphonique, mais en téléphonie classique, pour les grands bénéfices d'Ambroise Roux et de la CGE à l'époque. Si ST Micro reste une entreprise de semi-conducteurs, la seule entreprise européenne, parce que l'usine de Dresde appartient à Global Foundries, qui appartient à un fonds émirati, c'est parce que personne ne s'y intéressait. On a pensé que cette activité n'avait aucune valeur. Et c'est pour ça qu'elle a pu continuer à exister. Et je pense que si on veut relancer une activité européenne en microélectronique, d'abord, il va falloir mettre des milliards d'euros sur la table. Il va falloir ST Micro, pour mémoire, c'est 6 000 ingénieurs et techniciens sur le site de Grenoble, 30 000 personnes avec les sous-traitants dans la région Rhône-Alpes et des installations industrielles qui méritent d'être mises en valeur, quoi. Voilà, enfin, pour l'instant, je resterai là. Est-ce que quelqu'un veut réintervenir? Hugues? Oui, pour répondre. Je ne vais pas. Je vais préciser un certain nombre de choses sur les projets européens concernant l'industrie des semi-conducteurs. Et là, c'est Thierry Breton, le commissaire européen, qui est à la manœuvre. Il tente, à l'heure actuelle, il est en train d'y arriver, de réunir un pool d'industriels
sans ST Microélectronique d'ailleurs, qui ne veut pas faire partie de ce pool. Parce que ST Microélectronique a déjà ses marchés, des marchés bien structurés, etc., etc. Et ça lui coûterait beaucoup trop cher à ST Microélectronique de passer à la gravure à 5 nanomètres. Donc, ils préfèrent rester sur leur marché, chez ST Microélectronique. Par contre, Thierry Breton et la Commission européenne mettent sur la table 200 milliards d'euros pour cette nouvelle industrie, 20 milliards d'euros pour cette nouvelle industrie hypothétique de semi-conducteurs en Europe. Et évidemment, on a quand même des ressources, si vous voulez, ne serait-ce que pour la photogravure. Il y a Zeiss, qui est le leader mondial de l'optique. Bon, on sait faire ça. On sait faire ça en Europe. On a le leader mondial de l'extraction de silicium en galets très pur. Il est français, c'est Imerys. Donc, si vous voulez, on ne manque pas de ressources en Europe. Il suffit que les Européens le veuillent. Premier point. Deuxième point, et on a l'argent aussi pour le faire. Deuxième point que je crois très important, c'est qu'aucune nation de la communauté européenne séparément ne peut franchir le pas. Il faudra le faire tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. Alors, des questions qui concernent plus Michel Vol. Quid de la 5G dans la santé? Une autre question, que pensez-vous des soupçons qui pèsent sur Huawei et quelle sera la sécurité des réseaux 5G? 3 questions pour toi, Michel. Ou les autres. Allô? Allô, allô? Ah, bah Michel a coupé son micro. Tu m'entends? Ah, ça revient? Ça vient, oui, c'est bon. Tu as entendu les questions? Oui, pas de problème. 5G, d'accord. Si vous avez été dans un hôpital pour vous faire soigner, vous avez vu que les hôpitaux ne sont pas idéalement informatisés. Si vous avez consulté un médecin, vous avez vu aussi que les médecins ne sont pas idéalement informatisés. Il y a beaucoup à faire dans le domaine de la santé. Hein. De la télésurveillance de maladies graves ou de grossesse à risque, il va y avoir, ça va encourager un développement de la médecine ambulatoire. La dissémination de capteurs va encourager un développement de la médecine préventive, qui est le complément nécessaire de la médecine curative. L'organisation des hôpitaux va être transformée, bien sûr, comme l'organisation de toutes les institutions, de toutes les entreprises. La télécommande des robots, grâce à la faible latence de la 5G, va être possible. Vous savez que de plus en plus de robots sont utilisés dans les opérations chirurgicales, notamment ça permet d'intervenir dans les toutes petites dimensions, parce que le robot peut être extrêmement minutieux. Voilà. Donc oui, on a des transformations profondes à venir dans le domaine de la santé. Alors, en ce qui concerne Huawei, les Américains accusent Huawei, enfin soupçonnent Huawei de mettre des portes arrière dans ces matériels, c'est-à-dire des logiciels qui permettent d'espionner ce que font les utilisateurs, de se préparer aussi à saboter les réseaux en déclenchant des pannes massives, etc. Bon, de la part des Américains qui sont quand même de grands utilisateurs des réseaux télécoms pour espionner le monde entier, y compris les dirigeants de la France, de l'Allemagne, etc., c'est quand même un peu excessif. La véritable motivation de ces attaques sur Huawei, c'est qu'ils veulent évidemment bloquer l'essor de la Chine dans la concurrence, l'essor de la Chine dans la 5G, la possibilité que ça lui donne de devenir un acteur crucial, important dans l'informatique et les télécoms futurs. Voilà, donc c'est ça la véritable raison. Tout le reste n'est que prétexte. D'autant plus que des portes arrière, il y en a eu dans les matériels de Cisco. Les Américains ne sont pas tout blancs dans cette histoire. Par contre, il y a un vrai risque, c'est que l'informatique, c'est fragile. Tout logiciel comporte des défauts. Et des défauts que les pirates savent utiliser pour commettre des méfaits ou gagner du pognon. Donc, il y a
le risque réel n'est pas la prétendue malversation de Huawei. Le risque réel, il est dans le fait que l'utilisation intensive de l'informatique dans les réseaux 5G les expose à des vulnérabilités qui sont endémiques dans tout système fortement informatisé. Et tout système complexe et fortement informatisé. Et donc, le vrai problème qu'il va y avoir, c'est est-ce que nous aurons mis en place, est-ce que nous aurons formé les compétences nécessaires en informatique, en cryptographie, en détection de panne, en sécurité informatique, pour pallier ces risques. Voilà, c'est ça le vrai problème, ce n'est pas Huawei. Le vrai problème, c'est la fragilité inévitable de tout grand système informatique. Donc, tu réponds à la question quelle sera la sécurité des réseaux 5G? Eh bien, elle sera ce qu'on en fera. C'est-à-dire, la sécurité, c'est une question de compétence et de volonté. Hein, d'ailleurs, ça, c'est vrai pour toutes les entreprises, pour tous les systèmes informatiques. Hein. Soit on a les compétences et les méthodes, on est vigilant, on y met les moyens qu'il faut et on a une sécurité convenable, disons, jamais parfaite, mais en tout cas, on sait réagir en cas d'attaque, on sait limiter la casse. Soit on ne l'a pas, et ça nécessite, du point de vue des compétences, un gros effort de recherche académique, un gros effort de formation universitaire des compétences nécessaires. Alors maintenant, oui, soit on accorde de l'importance à l'informatisation et à l'informatique et on se dote des compétences en question, soit on continue malgré tout à mépriser ces spécialités-là bêtement parce qu'on pense que ce sont des spécialités ancillaires et parce que les informaticiens ont laissé de mauvais souvenirs dans les entreprises depuis les années 60-70. Voilà, bon, c'est l'un ou l'autre. Bien, moi, je suis assez satisfait parce que, vu la qualité des intervenants et la qualité des participants, je vois que sur le chat, il y a des échanges, il y a des questions, il y a des réponses aux questions. Donc, c'est très vivant et j'en suis heureux. Alors, une question pour Jean-Pierre Cornu qui concerne la fameuse automobile. Alors, l'automobile, le mot est amusant, est dépassé. Bon, alors maintenant que tout est, on le sait, c'est certainement pas les membres de l'Institut de l'économie qui diront le contraire, tout est data. Ça veut dire quoi, à la limite? La voiture entièrement autonome est-elle possible et est-elle souhaitable? C'est une question qui est tombée. Et deuxièmement, au fond, qui va fabriquer des autos? Le constructeur automobile, accompagné des maîtres de la data, ou les maîtres de la data seuls? Alors, je dois dire, dans cette affaire, j'ai écrit beaucoup de choses. Donc, par curiosité, vous pouvez regarder ce que j'ai pu écrire, notamment un livre récent sur l'industrie automobile chinoise. Donc, je ne peux pas répondre en quelques secondes, c'est effectivement compliqué. Je pense que les GAFAM n'ont aucune raison d'aller dans une industrie dont la profitabilité reste très faible et très inférieure à celle qu'ils sont capables, avec du logiciel et du silicium, d'obtenir. Je pense que tous les constructeurs mondiaux rêveraient d'avoir la profitabilité d'un Apple. Il y a d'ailleurs un phénomène assez intéressant, c'est que Tesla, vous le savez, a une capitalisation boursière qui est 3 fois supérieure à celle de Toyota, qui est le leader mondial de l'automobile, en ne fabriquant que 20 fois moins de voitures que Toyota. Donc, vous voyez que la bourse dit, au fond, ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement de faire de la voiture classique, c'est de faire un ordinateur sur roue. Et faire un ordinateur sur roue, Tesla le fait extrêmement bien. Néanmoins, l'histoire, évidemment, n'est pas finie. Il faut attendre le coup de sifflet final pour savoir qui va gagner le match. Les constructeurs allemands ont dit « Mon petit coco de Tesla, tu fais des beaux ordinateurs, mais nous, on a toujours su faire de belles voitures et on va te montrer qu'on est capable de faire de belles voitures électriques. » Et là-dessus, les Chinois disent « Nous, on n'a jamais su faire de voitures. » Il n'y en avait pas en l'an 2000 de voitures en Chine. Elles n'étaient qu'importées.
Mais nous, on va faire des voitures électriques numériques. C'est-à-dire que tous les modèles que l'on va faire vont être des ordinateurs sur roues, mais en plus de bonnes voitures. Le problème de la voiture, c'est que, et le problème d'Apple et de Google, c'est qu'il faut quand même les faire rouler. Hein. Faire rouler 2 tonnes de batterie et d'acier sur route à 130 km/h, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des lois physiques. La liaison sol est quelque chose qui est difficile à obtenir et que malgré les simulations, la CAO, il y a derrière une grande expérience, une grande expertise des constructeurs. Donc aujourd'hui, on voit effectivement aucun constructeur issu des GAFAM. On voit des investissements qui sont faits notamment en Chine par les grands du numérique dans les voitures électriques. Et on voit surtout des partenariats intéressants se nouer entre des gens comme NVIDIA, qui est un concepteur et fabricant d'ordinateurs extrêmement intéressants, puisque c'est eux les inventeurs du calcul massivement parallèle mobile. Ils sont venus du jeu vidéo pour faire ça. Et maintenant, ils contribuent aux voitures autonomes. Tout ceci fait que l'automobile ne sera que le fruit d'une vaste coopération mondiale où, comme l'a dit Michel, c'est le talent qui va faire la différence. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui vont attirer le plus d'ingénieurs, de systémiciens, d'assembliers de toutes ces compétences qui vont gagner la bataille de la mobilité de demain. Quant à la voiture autonome, ce n'est qu'un cas de figure parmi d'autres qui excite beaucoup les journalistes parce que c'est assez spectaculaire de voir une voiture autonome. Mais il n'y en a pas dans le monde de voitures autonomes de niveau 5 sans conducteur sur route ouverte. D'abord parce que c'est interdit et ensuite parce que c'est horriblement compliqué à faire. Toutes les voitures autonomes qui existent sont monitorées par un humain à bord ou, dans certains cas, pour les navettes à distance. Donc, pourquoi faire un objet très complexe, très coûteux, très risqué en termes d'assurance, en termes de renommée de marque, alors qu'on peut trouver des solutions beaucoup plus élégantes en montant le niveau d'aide au conducteur, ce qu'on appelle le niveau N2 ou N3, et en laissant les conducteurs prendre la responsabilité de la conduite automobile, ce qu'ils font malgré tout pas si mal depuis longtemps. Donc, la voiture autonome a perdu beaucoup de son attrait médiatique. Elle reste une préoccupation des constructeurs et des fabricants de logiciels, tout simplement parce que c'est un beau sujet à résoudre. Et il y aura des bénéfices induits sur tout ce qui roule. Et notamment, et je pense que l'avenir de la voiture autonome, c'est le camion autonome, parce que là, on peut assurer effectivement des liaisons point à point relativement stables. Ça va être aussi tous les gros véhicules qu'on voit dans les mines, les tracteurs miniers, les pelles mécaniques, tous ces objets-là vont être demain autonomes. Et les tracteurs agricoles. Parce qu'un tracteur agricole, ça sait faire une chose très simple, c'est aller d'un point A à un point B dans un champ. C'est beaucoup plus facile que d'essayer de le faire sur une route sinueuse, complexe, avec des humains à bord. Merci beaucoup de ces explications très brillantes. Alors, en fait, une question pour Laurent et Hugues. Hugues, je rappelle, nous a parlé du problème des matières premières, des semi-conducteurs, entre autres. Alors, la question, c'est dans le tableau de l'industrie des semi-conducteurs actuels, où sont les Chinois? Où sont IBM et Apple? Quid des matériels adaptés aux militaires et à l'aérospatial? Ouais. Et l'Europe a-t-elle encore une chance? On a déjà un peu répondu. Alors, je reprends. Dans le tableau de l'industrie des semi-conducteurs, où sont les Chinois? Alors, tu l'as déjà répondu un peu. Hein, dans ton les Chinois fabriquent des microprocesseurs en géométrie 40 nanomètres
nanomètres et devrait bientôt être capable de sortir du 28 nanomètres, c'est-à-dire à peu près le même niveau de compétence que STMicro. Alors, ça ne permet pas de faire des trucs de pointe, mais il y a un marché pour ce type de microprocesseurs. Et ils détiennent des brevets, ils détiennent la licence de l'architecture MIPS. Enfin voilà, pour l'instant, ils sont en retard, hein, ils ne sont pas au niveau mondial. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'importer de Taïwan ou de Corée, qui restent les deux seuls producteurs intéressants. Et les relations entre la Chine continentale et Taïwan, c'est quelque chose d'extrêmement curieux. Ils n'arrêtent pas de se menacer d'invasion. Enfin, la Chine continentale annonce, et les états-majors des armées occidentales pensent que l'invasion de Taïwan aura lieu et qu'elle aura lieu bientôt, dans les 5 prochaines années. Cela dit, bon, voilà, on n'en sait rien en fait. Et ils n'arrêtent pas donc de se vouer aux gémonies, mais ils travaillent beaucoup ensemble. Hein. Ouais. Enfin voilà, donc les Chinois savent fabriquer des ordinateurs avec des processeurs fabriqués ailleurs. Ils ont pendant longtemps détenu le record de l'ordinateur le plus puissant, mais fabriqué avec des processeurs. Alors, ils compensaient la faible géométrie de leur processeur par beaucoup de parallélisme, c'est-à-dire leurs processeurs n'étaient pas à la pointe, mais ils avaient mis au point des systèmes permettant de faire travailler des milliers de processeurs en parallèle, ce qui est une chose compliquée. Hein. Voilà, ça c'était. Alors, les processeurs à usage militaire. Alors oui, ça c'est un peu attristant. Pardon ? Et aérospatial. Et aérospatial, oui. Alors, il y a des contraintes particulières qui sont les rayonnements. Dès qu'on est à plus de 10 000 mètres d'altitude, les rayonnements ioniques sont, les rayonnements cosmiques, je veux dire, sont très importants. Et puis, si on est en ambiance nucléaire, a fortiori. Hein. Donc, les processeurs civils ne résistent pas à ce type de situation. Donc, les processeurs militaires sont des processeurs aux normes militaires ou aux normes aérospatiales, ont des géométries plus faibles. Hein. En général, c'est du 200 nanomètres, 150 nanomètres, peut-être du 100 nanomètres, mais avec des protections de blindage particuliers. Alors, la France avait une des rares usines mondiales qui fabriquait ce genre de choses. Hein. C'était à Corbeil-Essonnes. C'était une ancienne usine IBM qui avait été rachetée, qui était arrivée chez CS, une entreprise qui était pas mal, hein, la compagnie des signaux dans le temps. Ouais. Et cette entreprise a été vendue, et ce qui fait qu'actuellement, par exemple, quand on veut vendre des satellites, je vois, par exemple, il y a eu une circonstance où la France, enfin, Airbus Industries voulait vendre des satellites aux Émirats. Eh bien, on était obligé d'obtenir la licence d'exportation américaine pour avoir les processeurs à bord des satellites. Et naturellement, les Américains se faisaient tirer l'oreille en prenant parce qu'ils ont des lois, la législation ITAR qui contrôle l'exportation de ce genre de processeurs. Donc la France a perdu cette capacité de production de processeurs spatiaux et militaires. C'est quand même important. Merci. Je voudrais maintenant, puisque le temps passe, revenir au livre 4 champs de bataille, qui est une occasion de connaître l'Institut de l'économie. Et je vais proposer un petit exercice à chacun des intervenants. C'est en 2 ou 3 minutes, nous dire, à la limite, un mot, si on devait tout oublier, un mot de synthèse, un mot, nous dire l'essentiel par rapport au contenu de ces champs de bataille économiques. Michel, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que tu veux commencer ? Oui, alors d'abord, je vais dire que nous sommes des auteurs, si l'on veut, nous avons été les 4 animateurs de 4 groupes de travail. Oui. Mais ces groupes de travail ont rassemblé de nombreuses personnes. Hein. Donc, en ce qui concerne des contributeurs. En ce qui concerne la 5G, nous avons bénéficié de l'expertise de spécialistes du ferroviaire comme Dominique Cupins, de spécialistes d'Aéroports de Paris comme Guillaume de Lavalade. Bien sûr, on a bénéficié, alors pour la 5G de l'automobile, on a bénéficié de Jean-Pierre Cornu, parce que quand il s'agit de l'automobile, il est incontournable. Voilà. Donc, nous étions 4 animateurs, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué et qui ont d'ailleurs permis d'apporter des précisions dont nous autres animateurs n'aurions pas nécessairement été capables.
Alors, maintenant, pour résumer les choses en quelques mots, ces 4 exercices visaient à concrétiser l'image du phénomène de l'informatisation en le considérant sur des cas particuliers. Notre grand souci, c'est d'encourager une prise de conscience du phénomène de l'informatisation par toutes les personnes qui sont en situation de prendre des décisions. C'est notre grand souci. Mais nous avons construit là-dessus un modèle économique. Comme tout modèle, il a un caractère théorique et les lecteurs qui le lisent peuvent penser que tout ça, c'est théorique et c'est bien joli, mais la théorie, n'est-ce pas, c'est pas la pratique, ainsi de suite. Bon. Donc, nous avons voulu, en étudiant des cas particuliers, des secteurs particuliers, montrer comment l'informatisation s'incarne dans les institutions, dans les organisations, dans la vie du pays, etc. Voilà. Et nous allons continuer. Nous avons lancé d'autres groupes de travail qui préparent actuellement d'autres études avec ce même caractère concret, sectoriel, pour illustrer le phénomène de l'informatisation. Voilà. Parfait. Merci beaucoup de cette synthèse. Jean-Pierre, quelques mots de synthèse par rapport. Oui, je pense que notre travail est un travail de médiateur. Nous souhaitons faire le lien entre l'évolution de la science informatique et notamment de l'industrie informatique qui est largement méconnue par les décideurs et les usages. Ce n'est pas parce qu'on a un smartphone dans la poche avec un microprocesseur ultra performant qu'on comprend comment ça marche. Et nous, ce qu'on veut essayer de démontrer, c'est que l'avenir de la société européenne et de l'économie française dépend de notre compréhension fine de l'économie de l'informatique et de façon générale, ce qui tourne autour de l'informatique, c'est-à-dire aussi bien les composants techniques que les logiciels et les usages, en faisant prendre conscience à tous les décideurs qu'avant de prendre toute décision, ils doivent prendre en considération les composants numériques dans leurs décisions. Et notamment dans la formation, on a lourdement insisté là-dessus, il faut aujourd'hui embaucher des experts de système, des informaticiens, des experts de cyberguerre, de cyberdéfense, parce qu'ils sont absolument incontournables dans les états-majors des entreprises modernes. Or, ils ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être, ils ne sont pas en nombre suffisant, les dépenses informatiques et systèmes ne sont pas au niveau requis pour être compétitifs, tout ça parce que les décideurs n'ont pas compris l'urgence et la nécessité de prendre ce type de décision. Et c'est notre travail modeste et de tous les jours. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Oui. Bon, quelques mots effectivement de conclusion. Pour ce qui concerne les applications pratiques de l'informatique, très pratiques, on est en train de le voir à l'heure actuelle dans le bouleversement qui est en train de se passer, cette accélération de la troisième révolution industrielle à cause du Covid. Là, on a l'exemple même, in situ, in vivo, de ce qui est en train de se passer, de l'utilité de l'informatique et de l'Internet dans nos vies. Ça, c'est absolument essentiel. Évidemment, chacun d'entre nous a des idées d'application en tête, des idées pratiques. Moi, mon idée pratique, c'est que, en fonction de ce qui est en train de se passer, il va falloir faire un énorme effort de formation, mais pas seulement d'ingénieurs, de formation à tous les niveaux de la société pour passer le cap de cette révolution industrielle. Donc, un effort d'industrialisation, un effort de formation. Ça me semble tout à fait essentiel dans la mesure où chacun de nous peut voir à l'heure actuelle, avec cette crise sanitaire, l'utilité de l'informatique dans nos vies. Merci. Laurent. Oui, alors je vais renforcer le propos de Hugues et de Michel. Il faut mettre l'accent sur la formation. Alors, ce qu'on observe dans tous les pays industriels, c'est la désaffection pour les études scientifiques qui sont trop fatigantes et les étudiants modernes n'ont plus envie de faire des choses aussi embêtantes.
Alors, qu'à cela ne tienne, hein, je vois par exemple ASML embauche des centaines d'ingénieurs turcs. Je vois à mon modeste échelon, les dernières années de ma vie professionnelle, j'ai embauché des ingénieurs marocains, tunisiens, camerounais, excellents, souvent formés en France d'ailleurs, mais pas toujours. Et voilà, parce que ces études, enfin, avoir des gens qualifiés dans ces domaines-là, c'est important. Bon, si les Français veulent apprendre, il y a un déficit d'à peu près 100 000 informaticiens en France. Si les Français veulent prendre des places et s'ils préfèrent faire ça plutôt que d'être à Pôle emploi, ce serait une bonne chose. Sinon, je pense que pour un ingénieur turc, c'est très intéressant de venir en France et je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord pour le faire. Hein. C'est la même chose aux États-Unis. Hein. Dans tous les pays industriels, c'est la même chose. Hein. Aux États-Unis, si on retire les Indiens et les Chinois, il ne reste plus grand monde dans les entreprises de haute technologie. Voilà. Donc, la formation est dans le secondaire. La France est en train de très lentement et pas très bien d'introduire l'enseignement de l'informatique dans l'enseignement secondaire. On a 30 ans de retard sur les pays qui ont fait ça sérieusement, comme par exemple Taïwan, la Corée du Sud au hasard, mais aussi Israël. Pas par hasard. Oui, c'est pas par hasard. Singapour, bon, voilà. Bon, ces pays-là, il faut bien voir qu'au point de vue universitaire, ils sont bien meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Bon, voilà, je pense que c'est l'essentiel. Autrement, oui, je suis d'accord, bien sûr, avec ce qu'ont dit Hugues, Michel et Jean-Pierre tout à l'heure. Bien. Alors, non pas une conclusion, ce serait prétentieux, une remarque. La rapidité de la mise au point des vaccins contre la Covid-19 a illustré les progrès de la bioinformatique. Tout à fait. Tout à fait. La biologie et la médecine s'informatisent vite, peut-être pas dans les cabinets médicaux, mais globalement. Il en est de même de toutes les filières. Les tâches répétitives étant de plus en plus automatisées, c'est en informatisant que les filières de la mécanique, de la chimie, de l'énergie, de l'agriculture et de la logistique progressent désormais. Et des banques, en informatisant les banques, très important. Bien sûr. Alors, certes, les ordinateurs consomment de l'énergie, mais leur bilan écologique doit tenir compte des économies qu'apporte leur utilisation et du changement de paradigme qu'il entraîne. Utilisation dans les usages personnels comme professionnels et avec le réseau intelligent Smart Grid et la production et la distribution d'énergie elle-même. Donc en fait, ce n'est pas encore assez connu, mais la transition écologique ne pourra se faire fondamentalement qu'avec une transition informatique, une transition économique. Tout à fait. Alors, face à un tel défi, une évolution d'une telle ampleur, il est tout à fait normal que ça ne se fasse pas sans friction ni difficulté. Et dans l'emploi du cerveau d'œuvre, dont on a beaucoup parlé, qui remplace la main-d'œuvre, c'est d'autant plus vrai. Et il est vrai que les organisations, au sens très large, peinent à former, à reconnaître la valeur et à gérer les nouvelles compétences qui sont absolument indispensables. Donc en fait, la sociologie des institutions et la psychologie des personnes est mise sous tension. Et on a tout à fait conscience que la transition vers l'économie rencontrera de nombreux obstacles. Et comme toute transition, cela exige de la volonté, du courage, de l'engagement de la part des décideurs. Et il leur faudra surtout pouvoir s'orienter dans la situation présente, avoir acquis une intuition exacte, instinctive et familière de ce phénomène de l'informatisation. Et je suis persuadé que l'Institut de l'économie y contribue très largement. Il me reste donc à respecter le temps. Il est 19h40, nous avons 10 minutes de retard. Sur un tel sujet, c'est quand même tout à fait excusable. Et à assurer les remerciements classiques, évidemment aux 4 intervenants, Hugues Chevalier,
Michel Vol, Laurent Bloch, Jean-Pierre Cornu. Vous recommandez d'acheter le livre « 4 champs de bataille économiques » et de l'emmener sur la plage cet été. Un remerciement également à Sciences Po Alumni et tout particulièrement à l'équipe très compétente de Sciences Po Alumni, notamment Julie Rousseau, qui est restée jusqu'au bout de cet entretien et de cet échange, et qui remercie encore IESF. Vous, Christophe. Vous, Christophe. Merci. Remercier Christophe, oui, effectivement. C'était une modeste initiative. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'il nous reste à… Ah, si, j'ai oublié de remercier les participants qui étaient au nombre de 32, j'ai noté sur le compteur, qui s'étaient inscrits à 43, sans oublier le nombre de vues qui ont été sur le site. Donc, en fait, on comprend très bien que des gens ne soient pas forcément disponibles. Donc, en fait, oui, remercier les participants. J'ai vu leurs profils qui sont de très bon niveau et qui, dans le chat, ont également fait des échanges, des questions et des réponses. Donc, en fait, voilà, tout est dit. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous. Merci beaucoup. Très bien.